J'ai lancé moi aussi, hein. Oui, oui. OK. Donc, premier webinaire du cycle de conférences Infrastructure et transition énergétique de l'Université Gustave Eiffel. Et on est très content d'accueillir Sylvain Grisot. Je vais le laisser te présenter, mais juste, je voulais signaler qu'il est urbaniste, fondateur de l'agence Dixit.net, qui est une agence de conseil d'innovation en transformation de la ville, et il est l'auteur du livre Pour un urbanisme circulaire, dont il va nous présenter les grandes lignes aujourd'hui. Donc, je coupe rapidement ma caméra et mon micro et je te laisse la parole, Sylvain. Merci Anne. Alors, je ne vais que très brièvement, hein, compléter cette présentation. En effet, j'ai une activité de conseil, hein, au travers de mon agence qui s'appelle Dixit.net. Donc, nous, on travaille uniquement sur la question de la construction de la ville sur la ville. C'est notamment du conseil à la transformation de sites urbains existants. Globalement, on répond à la question de mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de cette usine qui a fermé il y a 10 ans, de cet hôpital qui va déménager, etc., etc. C'est en parallèle donc une activité vraiment de praticien, hein, plutôt en amont et vraiment plutôt de l'ordre de la stratégie. Et en parallèle, un travail de recherche, une prise de recul, donc qui a pris la forme d'un petit bouquin qui est sorti donc il y a quelques mois, Manifeste pour un urbanisme circulaire, et globalement de pratiques un peu générales sur comment est-ce qu'on améliore nos façons de faire la ville, notamment sur cette entrée de l'économie de sol. Ce travail de recherche donne lieu maintenant à un accompagnement stratégique des acteurs. C'était son but aussi, hein, de s'outiller de façon à rentrer dans les organisations, des maîtres d'ouvrage, des collectivités, des acteurs publics, des acteurs privés, qu'on conseille à la fois en termes de montée en compétences des personnels, mais aussi conseil plus stratégique, notamment comité de direction, et puis un travail de dissémination. Et ce travail-là, cette présentation-là en fait partie, c'est-à-dire on passe beaucoup de temps à présenter tout ça au travers d'un blog, notamment du newsletter sur Dixit.net, et de conférences ou de cours avec une activité d'enseignement dans pas mal de formations aujourd'hui, de façon à faire passer le message. Alors, je vais rentrer directement dans le sujet, hein, en posant déjà un constat qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, on est dans l'impasse. Et quand je dis on, c'est nous, acteurs de la fabrique de la ville, hein, évidemment les professionnels, mais aussi les élus, aussi les citoyens. On est dans l'impasse. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on repose un petit peu les constats, alors on sait qu'on a une augmentation de la population qui est prévue d'ici 2050. On devrait être environ 10 milliards dans le monde. Mais avec une proportion d'urbains d'autant plus importante. Donc, on a une explosion de la population urbaine, même si on attend une stagnation de la population globale. Il y a une étude là qui vient de sortir autour de 2060. On a, quoi qu'il en soit, dans les décennies qui viennent, une augmentation importante de la population urbaine, et pas que dans les pays en fort développement, hein. Aussi en Europe, on attend 15% d'augmentation de la population urbaine en France. Alors, qui dit augmentation de la population, dit augmentation de la surface de la ville. Jusque-là, vous me suivez, il y a une forme d'évidence à tout ça. Donc, c'est ça, hein, l'augmentation de la surface de la ville, c'est l'aménagement progressif des franges de la ville. Et donc, globalement, la ville qui vient grignoter sa campagne de façon un peu moins prosaïque, c'est ça, et c'est cette image-là qui peut être dans les têtes. Alors, on a imaginé, hein, en France, une nouvelle unité, hein, une unité de surface, c'est le département. Donc en général, quand on parle d'artificialisation, etc., quand on parle de cette question foncière, en France, on commence l'intervention, notamment si c'est un ministre, hein, par des chiffres clairs, et on dit en France, on consomme l'équivalent de la surface d'un département tous les X années. Donc dans le chat, on va voir si vous le trouvez. Est-ce que vous pouvez me dire combien d'années il faut en France pour consommer l'équivalent de la surface d'un département? Alors, dans un discours il y a quelques jours, Baba Pompili précisait, c'est une nouvelle variation, l'équivalent d'un département comme la Drôme. Combien d'années il faut? Non, pas d'idée? Donc, c'est dans la fenêtre conversée, si vous trouvez. 30 ans.
version optimiste qui vient rarement. 10 ans. Alors ça, c'est ce qu'on retrouve assez souvent dans les discours, en tout cas les discours des dernières années. 50 ans, je ne l'ai jamais vu. Mais justement, on est là pour innover aussi. En fait, il y a 2 chiffres en général, enfin il y a 3 chiffres. Nicolas Sarkozy avait dit tous les ans, et parfois il a tendance à en rajouter un peu. Il y a 2 chiffres qui viennent ponctuer les discours depuis plusieurs années, hein. C'est le chiffre 7. À reformuler pour… Oui, en effet, mais je ne vais pas revenir sur la question d'Hoffner. Il y a le chiffre 7 qui revient tous les ans et le chiffre 10 qui revient. Alors, en fait, la bonne nouvelle, c'est que ça fait donc des années qu'on parle de cette consommation de sol par la ville, hein, et on n'a pas les chiffres, en fait. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas tous les 7 ans ou tous les 10 ans, c'est tous les 20 ans. Tous les 20 ans. On consomme l'équivalent, alors je me permets de dire un département métropolitain moyen, hein, de sortir la Guyane, on consomme l'équivalent d'un département métropolitain moyen tous les 20 ans, donc c'est 30 000 hectares. Et 30 000 hectares, pourtant, c'est pas rien, hein. Donc même si c'est moins grave qu'on ne le disait, 30 000 hectares, c'est une vingtaine d'aéroports Notre-Dame-des-Landes, c'est plus de 370 EuropaCity, hein, et on n'a pas de tribune dans Libération, on n'a pas non plus de manifestation dans les rues de Nantes. Alors, une consommation importante, certes, mais en même temps, on retrouve une dynamique, hein, une dynamique de croissance de la ville à l'endroit où la population elle-même est dynamique, c'est-à-dire on va retrouver dans cette consommation d'ENAF, hein, espace naturel, agricole et forestier. Il y a quelqu'un qui a mis son micro là, merci de l'éteindre. On va retrouver à la fois les franges littorales, hein, et les grandes métropoles françaises. Donc une forme de logique à tout ça. Donc espace naturel, agricole et forestier, c'est donc, là on est en train de parler de changement d'usage, hein. On parle d'un espace qui tout à coup prend un usage urbain. Alors si on zoome un petit peu plus, on s'aperçoit que les choses sont un peu plus compliquées que ça. En fait, depuis les années 50, globalement, la surface de la ville a cru 3 fois plus vite que la population, hein. Donc on a une forme de dissociation, hein, de ces courbes-là, avec une accélération de la consommation de sol. Mais si on zoome un peu plus, notamment à des échelles régionales, par exemple, on s'aperçoit que Pays de la Loire et Bourgogne, 2 régions avec des dynamismes démographiques très différents, mais aussi économiques, la Bourgogne consomme quand même un tiers de ce que consomment les Pays de la Loire, alors qu'ils n'ont pas de croissance de population. Quelque part, à l'échelle régionale, même si on tourne à vide en termes de croissance de la population, on a quand même une croissance significative de la ville. Pire encore, on a 25% des opérations d'habitat, globalement des lotissements, hein, donc du sol consommé pour les besoins de logement, pour les besoins d'habitat, qui ont lieu dans des communes qui perdent des habitants. Donc même si on perd des habitants, on continue de croître et de consommer du sol. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une croissance de la ville, on est bien sur une logique d'étalement. Il y a plus de corrélation, hein, entre d'un côté la croissance de la population et de l'autre côté la croissance de la ville. On est sur des choses qui fonctionnent de façon complètement dissociée, quoi qu'on en dise. Alors évidemment, le moteur de l'explosion, c'est la voiture, c'est pas la Ford T, même si la Ford T, donc 1908, hein, elle vient initier pas que un modèle de véhicule, mais plus exactement une forme de modèle de production avec l'industrialisation, hein, on va s'en souvenir. Ce processus-là, qu'est-ce qu'il veut dire? On vient segmenter les différentes étapes de constitution d'un outil comme la voiture. Chaque opérateur fait bien, il ne fait qu'une seule chose, mais il le fait très bien. Et puis, on vient limiter les relations entre les différents opérateurs. C'est ça, un processus d'industrialisation. Industrialisation de quoi? D'un modèle de véhicule, mais ce n'est pas la voiture qui fait le système automobile. On a en parallèle la croissance, enfin un modèle lié au carburant, avec notamment une industrie pétrolière qui, dans ces années-là, vit un retournement, hein, notamment avec les usages de l'éclairage urbain qui baisse, qui chute avec l'électrification, et le besoin de déboucher, la voiture est le débouché naturel pour ce qui était historiquement, hein, un sous-produit de l'industrie pétrolière, c'est-à-dire l'essence qui était jetée à la rivière et qui désormais va pouvoir être utilisée par les voitures. On a le carburant, on a la voiture, reste à avoir, pour avoir un système complet, un endroit pour rouler. Alors, la rue, l'adaptation de la rue, c'est fait progressivement, plus progressivement qu'on pourrait le croire. Alors là, on a une image de la grande parade, hein,
de Pâques en 1900 sur la 5e avenue à New York. Parade traditionnelle, donc on fait des photos, on se montre, donc on fait des photos. Et donc on a des documents historiques. 1900, on a des calèches, une voiture. 1913, on a des voitures et une calèche. Donc on pourrait croire qu'on a eu un retournement comme ça instantané, une forme de révolution technologique par l'irruption de la voiture dans le système urbain qui fait que tout à coup, tout a changé. En fait, non. Ça a été beaucoup plus long, y compris aux États-Unis. Et l'irruption de la voiture a été beaucoup plus violente qu'on ne le pense. On a des milliers de morts dans les rues américaines parce que tout simplement, on a un objet qui vient s'immiscer dans l'espace public qui va beaucoup plus vite que les autres. Il n'y avait pas d'hierarchisation de l'espace public. Il y avait parfois à certains endroits des trottoirs, mais l'objectif du trottoir, c'est de globalement surnager au-dessus du crottin des chevaux. C'est plutôt des questions de propreté que des questions de sécurité ou de segmentation des flux. Et globalement, et je vous invite à regarder les films de l'époque, les calèches, les chevaux et les piétons circulent dans une rue sans mode de régulation. Tout ça plutôt à petite vitesse. Ça se passe plus ou moins bien, mais plutôt bien que mal. Et l'irruption de la voiture qui va beaucoup plus vite est très violente. Et il y a des milliers de morts aux États-Unis avec des débats très vifs, notamment avec la demande très claire d'interdire la voiture dans la ville et cette idée d'imposer des régulateurs de vitesse qui couperaient le courant, qui couperaient le contact directement quand on dépasse les 20 miles à l'heure. Ça, c'est des débats qui ont eu lieu. Pour autant, il y a eu un travail de communication, des vraies campagnes de communication qui ont été faites dans les années 20, notamment par l'État fédéral, mais pas que, évidemment, par les opérateurs automobiles, autour d'un personnage qui s'appelle Mr. Jay Walker. Donc, Walker, c'est celui qui marche. Jay, j'ai réussi à le traduire que par l'idée du paysan, du pecno, pas le paysan justement. Il y a quelque chose d'extrêmement péjoratif. Monsieur Jay Walker, en fait, il ne sait pas marcher dans la ville. C'est pas un citoyen urbain. Et la campagne est dirigée contre Mr. Jay Walker, non pas pour éduquer Mr. Jay Walker, mais pour l'exterminer, lui et toute sa famille. C'est des campagnes extrêmement vives et qui mènent en fait au retournement de la responsabilité de l'accident. Donc, ce n'est pas la voiture qui roule sur le piéton, c'est le piéton qui ne sait pas traverser. Et cette campagne fonctionne, en fait. C'est une campagne extrêmement lourde, extrêmement importante, qui a été documentée historiquement. Donc, c'est vraiment un mode aussi de travail social dont on pourrait s'inspirer aujourd'hui, peut-être plutôt pour aller contre la mobilité automobile, mais passons, pour arriver en 1925 à la première législation, évidemment à Los Angeles, à l'épicentre de la culture automobile, première législation qui vient redistribuer l'espace public et qui globalement vient organiser cette structure en imposant aux piétons de rester sur son trottoir, sauf à certains moments où il a le droit de traverser, feu vert pour lui, et passage piéton. Chose intéressante, à l'époque, il n'y a pas besoin pour les policiers de dresser des contraventions. Ils utilisent une fois de plus la honte, qui est un élément qui fonctionne extrêmement bien, c'est-à-dire ils sifflent et ils montrent du doigt. Et c'est la honte sociale qui permet de réguler les comportements des uns et des autres. Ça fonctionne et on commence donc à transformer la ville pour la voiture. Il y a moins d'un siècle. Et là, on est à Los Angeles, on n'est pas à Paris, encore moins dans une ville moyenne française. C'est donc il y a moins d'un siècle qu'on commence à adapter la ville à la voiture. Et ça, c'est que la ville. J'ai toujours pas parlé d'étalement urbain. On a donc un croisement des courbes qui est logique, avec moins de chevaux en circulation et plus de voitures en circulation qui se croisent autour des années 25-27, avec une invention importante, c'est en 1924, les premières boîtes de nourriture pour chiens qui sont inventées aux États-Unis. Pourquoi? Quel est le rapport avec quelqu'un a une hypothèse? Non, pas vraiment. En fait, on avait des chevaux en trop et donc on les a mis dans ces boîtes-là. Voilà, désolé, il n'est pas encore midi. Voilà, c'est les premières victimes, les chevaux de l'irruption de la voiture. Les deuxièmes, c'est les tramways électriques qui progressivement sont évacués des centres-villes, y compris en France, dès les années 30 aux États-Unis et y compris en France derrière. Et là, on a transformé la ville pour l'adapter à la voiture, mais toujours pas le territoire. En fait, on ne peut parler de début du commencement de l'invention d'un système qui mènera à l'étalement urbain qu'après la Seconde Guerre mondiale avec les premières Leavitt Town. Leavitt & Sons, c'est une entreprise générale de construction, on dirait en France, qui a vivoté pendant la guerre, évidemment. Et un des fils Leavitt a fait la campagne d'Europe dans le génie américain. Et il a été particulièrement inspiré par les modes constructifs du génie américain pour faire des baraquements.
hein, donc une standardisation de la construction et puis de la préfabrication, avec donc évidemment une efficacité et un cadencement extrêmement important. Et il décide de transposer ça sur ce qui était le cœur de métier de l'entreprise familiale, c'est-à-dire la construction de logements. Sauf que pour poser une maison standard, il faut aussi un foncier standard, donc plat, rectangulaire, en tout cas simple, et c'est certainement pas un foncier urbain. Et donc, il décide de s'écarter en périphérie de New York, périphérie immédiate, hein, qui est rendue accessible par l'équipement autoroutier de New York, hein, qui a été vraiment fragmenté par la construction des autoroutes dans les années 30, mais aussi sa approche périphérique. C'est vraiment les premières autoroutes américaines. Et donc, il peut s'écarter un petit peu en achetant donc, des champs de patates et des champs d'oignons pour construire les premières Lewiston. Donc, c'est en effet du logement standardisé. Hein. Et on le voit, c'est une parcelle standardisée avec une trame urbaine qu'on connaît bien depuis, hein, qui est cette trame du suburb, qui a fait Flores et pas que aux États-Unis, mais qui est évidemment à la base des images qu'on voit encore. Aux États-Unis, on y retrouve une logique de monofonctionnalité que du logement, puisqu'on peut accéder aux autres fonctions via la voiture, avec une augmentation évidemment du taux d'équipement après la Seconde Guerre mondiale qui est importante. Mais ce qu'on voit moins, c'est un double retournement. D'abord sur l'initiative. On est sur une initiative privée. C'est-à-dire que faire la ville devient un acte d'opérateur privé, y compris sur des opérations d'ampleur. Mais aussi, c'est un mode de financement spécifique. Ce qu'a inventé les Wheat Sons, c'est aussi l'endettement des ménages pour l'accession à leur logement, à la résidence principale. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les anciens combattants américains ont bénéficié de garanties d'emprunt par l'État fédéral. Et les Wheat Sons, au début, avaient construit, la première les Wheaton avait plutôt vocation à être pour de la location. Et très rapidement, ils basculent sur de l'emprunt à 25 ans à l'époque. Et donc là s'engage un système de financement qui permet de massifier ces opérations-là et donc de les multiplier, notamment au travers de cet endettement des ménages qui d'ailleurs causera la perte de la compagnie, les Wheat Sons, puisqu'en 2007, ils font faillite à la suite des subprimes américains qui sont directement liés à l'emballement de ce système-là qu'ils avaient très largement contribué à créer. Alors, les premières Lewiston sont donc autour de New York. Et puis, le modèle va s'étendre sur le territoire par la société Lewitt & Sons, mais globalement par d'autres sociétés, notamment au travers de la diffusion du réseau autoroutier avec un grand plan d'investissement en 1956. Grand plan d'investissement autoroutier donc, qui va s'étaler sur 10 ans. Donc là, on est plutôt au début des années 60 aux États-Unis, qui va permettre d'éloigner le modèle finalement des centres-villes existants. Années 60 aux États-Unis, et puis la transposition en France fait plutôt dans les années 70, hein, avec l'étalement, l'équipement autoroutier qui va se développer à partir vraiment du tout début des années 70, qui va être parallèle aussi à un changement de modèle, notamment cette logique de libération de l'urbanisme, hein, c'est une citation, où on passe vraiment en 69-70 d'un État qui a structuré la période de la reconstruction autour notamment de la grande figure du logement social et des grands ensembles, et un abandon complet de cette politique, notamment par Albin Chalandon, qui va développer notamment les chalandonnettes, mais ça c'est plus un symbole d'un changement de message de l'État, hein, qui passe du logement locatif social et d'une forme urbaine de grands ensembles à prôner autre chose, c'est-à-dire une France de propriétaires, avec notamment l'endettement des ménages et la figure du pavillon. Et ça, c'est un virage qui est pris vraiment au tout début des années 70, avec notamment un transfert des financements État de l'aide aux bailleurs sociaux à l'aide à l'investissement des ménages, hein, dans leur propre maison. Alors, c'est pas ça démarre vraiment au tout début des années 70, mais ça explose vraiment à partir des années 80 et notamment après 82, puisqu'on se retrouve en 1982 avec 36 000 urbanistes, que sont les 36 000 maires qui bénéficient des lois de décentralisation.
C'est-à-dire qu'on n'a plus, un usage des sols qui est géré par des services de l'État déconcentrés, mais bien une responsabilité de l'élu local, notamment d'élaborer son POS, plan d'occupation des sols à l'époque, le précurseur du PLU, et aussi d'autoriser la construction. Et donc, c'est la responsabilité qui est donnée au maire, de venir ouvrir à l'urbanisation, donc de créer le foncier dont pourront s'emparer les opérateurs privés et donc, in fine, les Français qui viennent investir sur leur résidence principale au travers notamment de la construction pavillonnaire. Alors, c'est aussi une forme de revanche, notamment des périphéries des villes qui ont été très largement vidées par l'exode rural et qui là retrouvent un modèle de développement, notamment par la génération de foncier en périphérie, qui attire des jeunes ménages, qui leur permettent notamment de remplir les écoles et les services publics. Alors, ça a des effets directs. À partir du moment où on dit ça, on voit bien qu'on s'éloigne. On s'éloigne, et notamment un témoignage, c'est le domicile-travail. C'est ces mobilités qui vont s'allonger à partir du début des années 70. Et singulièrement, vous voyez, donc là, les zones en rouge, globalement, c'est ce qu'on appelle les communes dortoirs. Elles sont peu présentes, sauf en Île-de-France et autour de Toulouse dans les années 75. Et puis, ça va s'étendre de façon très régulière sur les années 80-2000, etc., etc. Donc, on a une augmentation à la fois du nombre de kilomètres parcourus, mais aussi de la vitesse moyenne, qui est pratiquement parallèle à tout ça. Globalement, on a à peu près toujours le même temps de transport pour aller au travail. Et comme me le disait le patron d'une grande entreprise de construction, il y a peu de temps, mais vous avez raison, quand j'étais jeune, tout le monde rentrait à la maison pour manger. Et ben, c'est aussi ça. On s'est éloigné et donc on ne peut plus rentrer à la maison pour manger. Et finalement, la cuisine d'entreprise, le restaurant d'entreprise s'est développé au même moment. On peut aller beaucoup plus vite parce qu'on a des infrastructures routières, donc on va beaucoup plus loin. Et donc, on a une dissociation entre le logement et l'emploi. Dissociation entre ces fonctions-là, dissociation fonctionnelle, donc on perd cette logique de proximité immédiate sur laquelle on peut aller à pied un peu partout pour faire un peu tout. Et puis, on vient éloigner tout ça grâce aux infrastructures, mais on vient aussi dissoudre la ville, parce que la ville et les surfaces urbanisées, c'est globalement essentiellement des infrastructures routières, des infrastructures de mobilité, les LGV sont dedans, du stationnement, 48%. Et puis finalement, les surfaces bâties, dont on considère en général que c'est ça qui fait la ville. On dit qu'on bétonne quand on fait la ville, mais c'est pas vrai. On fait de l'enrobé essentiellement, et puis aussi du gazon, notamment dans les zones d'activité. L'essentiel de la ville en France, c'est ça, de l'enrobé de parking et de route et du gazon de zone d'activité. Il n'y a que 18% de la surface de la ville qui est réellement dédié à la construction. Alors, il y a un effet évidemment d'image, c'est sur ces entrées de ville, avec cette une de Télérama il y a 10 ans qui a fait jaser la profession, qui est beaucoup plus profonde que ça. Cet article est toujours en ligne et il est toujours aussi parisien évidemment, mais aussi intéressant puisqu'il pointe beaucoup d'autres aspects des effets de l'étalement urbain. Déjà, le premier effet, c'est la dépendance automobile. On a une forme de thrombose du système puisque la voiture est à la fois la cause de l'étalement, mais l'étalement crée aussi la voiture, jusqu'au moment où on a simplement un engorgement complet avec évidemment les effets de bord qu'on connaît, que ce soit en termes de pollution de l'air, mais aussi évidemment d'émissions de CO2. On est sur une impasse climatique qui est liée directement à cette explosion des mobilités automobiles, essentiellement carbonées, mais aussi plus globalement aux consommations des sols, l'artificialisation, l'imperméabilisation fait qu'on perd cette capacité de stockage du carbone dans le sol, notamment dans les prairies et notamment dans les forêts. Le sol des forêts stocke plus de carbone que le bois des arbres de ces mêmes forêts. Donc, on a une capacité de stockage qui est importante, mais qui est aussi présente dans un certain nombre de sols agricoles. Ça tombe assez mal. Vous savez qu'on a un bon saut à faire en termes d'émissions carbone par Français. Et vous voyez qu'on a plus de la moitié de l'empreinte carbone actuelle des Français. Il faudrait qu'on arrive à 2, on est entre 10 et 12. On a globalement la moitié de notre empreinte carbone individuelle qui est liée à la mobilité d'un côté, au logement de l'autre. Donc des choses qui sont directement en relation avec la spatialisation
de notre résidence et ou la spatialisation de notre emploi. On a des impacts environnementaux évidents par l'atteinte directe au milieu, mais aussi leur fragmentation. Et puis, on a des enjeux agricoles qui sont extrêmement importants. Hofner a été cité dans le chat. Je pense qu'il y a un point aveugle très clair dans son étude. Aujourd'hui, la question de la perte de sol agricole, qu'on soit très clair, même si on a un développement de friches agricoles à certains endroits, qui est réel, notamment qui est lié à l'organisation du modèle agricole aujourd'hui, et y compris à la démographie des agriculteurs, qui est plus qu'un petit sujet et qui est un vrai sujet, y compris urbain. Mais les grands flux de transfert d'usage des sols, c'est essentiellement pour 80% une consommation de terres agricoles par la ville. Donc très clairement, ce qu'on appelle l'artificialisation, on peut revenir sur les définitions, mais peu importe, on voit bien qu'on est sur un passage d'un usage agricole, forestier ou naturel à un usage urbain. Est-ce que c'est mieux ou moins bien? Peu importe, ce n'est pas un jugement. En tout cas, les flux, c'est bien ceci, et la perte d'espace naturel et forestier est finalement relativement réduite comparativement à ce qu'on perd en sol agricole. Ça tombe assez mal parce qu'on a divisé par 2 la surface agricole utile, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés qui servent à nourrir chacun d'entre nous. On l'a divisé par 2 en 50 ans. Augmentation de la population d'un côté, baisse de la surface agricole de l'autre. On a une stagnation de la productivité agricole depuis globalement le début des années 2000, et on a au contraire une très forte volatilité et une perte qui est attendue à la fois par l'impact du réchauffement climatique, mais aussi les besoins d'une transition vers un modèle d'agroécologie. Donc, quelques impacts. La question n'est plus une question de France exportatrice d'un point de vue agricole. La question est une question de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri de coûts importants, y compris sur des ressources essentielles. Et puis, on a un urbanisme à fragmentation. Alors, sans doute, les gilets jaunes ont-ils aussi parlé de ces formes de mobilité du quotidien, de la voiture, mais aussi de mobilité sociale, cette fameuse échelle sociale et ou résidentielle, ce choix d'aller et d'habiter où on veut. Ce choix, en fait, il se traduit depuis plus d'une dizaine d'années, mais il s'intensifie depuis une dizaine d'années, notamment autour des grandes métropoles, des métropoles attractives, dont on dit qu'elles sont attractives, et dans les faits, quand on prend par exemple la ville de Toulouse, par tranche d'âge, on s'aperçoit que la ville de Toulouse n'attire que des étudiants, et toutes les autres tranches d'âge ont tendance à quitter Toulouse, notamment les enfants et leurs parents, souvent les uns vont avec les autres, et ils vont pas dans la métropole administrative, mais dans la métropole réelle, c'est-à-dire la zone d'emploi. Donc beaucoup plus loin que la métropole administrative. Ils vont nourrir des communes, ils vont habiter, on retrouve les parents et les enfants, beaucoup plus loin que les secteurs où il y a de l'emploi, et donc ils vont nourrir le domicile travail derrière. C'est aussi pour ça qu'on avait, en tout cas avant le Covid, des bouchons à 6 heures du matin au moment des changements d'équipe chez Airbus. L'impasse donc, et l'urbanisme circulaire dans tout ça. Alors, c'est déjà faire le constat d'une impuissance réglementaire. Je ne vais pas vous faire tout le détail des lois qui sont sorties depuis 2000, mais globalement, 2000, c'est la loi solidarité et renouvellement urbain. Tout était dit. On ne parlait pas encore de réchauffement climatique, on ne parlait pas de pandémie, on ne parlait pas de gilets jaunes, mais globalement, tous les constats étaient déjà posés, c'est-à-dire à la fois, il faut arrêter l'étalement urbain d'un côté, et de l'autre, il faut apprendre à refaire la ville sur la ville de façon à répondre aux besoins de développement urbain. Tout était dit, pourtant ça n'a pas changé grand-chose, et on a eu toute une série de grands textes qui ont été parus depuis. En fait, on s'aperçoit que la seule chose qui a vraiment eu un impact sur la consommation de sol, c'est la crise des subprimes aux États-Unis, qui vient impacter la France, notamment 2010-2011. Et on a une chute de la consommation de sol, mais je vous rassure, la consommation de sol a repris en 2016 et 2017, c'est les derniers chiffres qu'on a eus. Donc aujourd'hui, on a un modèle qui dysfonctionne de façon structurelle, et on a une forme d'impuissance réglementaire. On a une nouvelle couche là qui arrive, qui est aujourd'hui en débat un peu à tous les niveaux de l'État, c'est le zéro artificialisation net. Donc il n'y a pas encore de logo officiel, donc j'ai pris celui-là. Moi, ma sensation, c'est que la prohibition est nécessaire, poser les interdits, etc., mettre de la pression sur le système, mais surtout, on doit pousser aux alternatives concrètes. Puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas un problème réglementaire, c'est un problème de modèle. Ce qu'on sait faire et ce qu'on fait très bien, c'est la construction en neuf en étalement. Ça, on l'a industrialisé. Chacun a son rôle très clair, il sait le faire et il le fait très bien.
Et puis finalement, on se repasse comme ça un élément de foncier, l'agriculteur à la foncière à l'aménageur au promoteur, le promoteur à l'utilisateur final. Et ça, on a un processus là-dessus qui fonctionne très bien. Tout le monde est intéressé à ça. Tout le monde y participe, hein, moi le premier. Et c'est ce fonctionnement-là qu'il faut arriver à changer. Par contre, je vous le disais tout à l'heure, finalement, ce fonctionnement, il a 50 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est notre normal. On a tous toujours connu que ça, en tout cas dans notre carrière professionnelle. Et pour autant, ça n'a pas toujours été ça. On a su faire la ville différemment. Donc, on est en train de se dire qu'il faut changer de modèle pour les 50 années qui viennent. Après avoir passé un demi-siècle à étaler la ville, globalement, il faut passer le demi-siècle qui vient à la réinventer. Il faut commencer très vite parce que la ville de 2030 est déjà là et celle de 2050 est déjà là à 70-80%. Ça veut dire que les révolutions et les changements sur la fabrique de la ville sont à faire beaucoup plus rapidement parce que c'est très long de faire la ville, beaucoup plus rapidement que sur l'industrie automobile, par exemple. Alors, je vous rassure, l'urbanisme circulaire, c'est pas ça. C'est cette idée qu'on peut transposer les logiques de l'économie circulaire. Alors, dans ses fondamentaux, hein, c'est-à-dire pas le recyclage, l'économie circulaire, pour rappel, on passe beaucoup d'efforts à faire de la création de valeur jusqu'à produire un bien. Et la première chose qu'on fait, c'est de le mettre à la poubelle. L'idée, c'est d'avoir des boucles alternatives à la poubelle. Évidemment, le recyclage, mais d'abord le réemploi. Hein. On touche pas au bien, on le remet sur le marché, on le vend sur le bon coin, etc., avec des boucles qui, plus elles sont courtes, plus elles sont vertueuses en termes d'économie de ressources, en termes de création de valeur, etc. Alors, il y a aussi beaucoup de blabla, mais en tout cas, retenons que l'économie circulaire ne se résume pas au recyclage et que le recyclage est de toute manière la dernière des boucles et la moins vertueuse de l'économie circulaire. Alors, transposition, hein, c'est pas un grand concept, mais en tout cas la fabrique de la ville, et c'est l'idée de se dire qu'on a de donner des clés de lecture de la façon dont on fait la ville aujourd'hui. Aujourd'hui, l'urbanisme, c'est ça. On a une consommation de sol essentiellement agricole d'un côté, c'est finalement la matière première de l'urbanisme, c'est-à-dire le processus de fabrication de la ville. On a un usage urbain, hein, pendant un temps, et puis on génère des friches. Hein. On génère des friches, c'est-à-dire on a une perte d'usage, une obsolescence de notre bâtiment ou de notre site ou de notre quartier. Et puis, pour répondre aux nouveaux besoins urbains, on ne vient pas taper dans ce stock qui ne sert plus à rien. Donc, on retourne à la source, c'est-à-dire aux espaces agricoles. L'urbanisme circulaire fait simplement le constat que on peut faire plus d'usages urbains, on peut mieux utiliser les surfaces déjà occupées par la ville, notamment au travers de 3 boucles: l'intensification des usages, c'est-à-dire comment on évite de construire; la transformation des existants, c'est comment on évite de démolir. Et puis le recyclage des espaces, c'est-à-dire comment, en utilisant les espaces obsolètes, on vient éviter de s'étaler. Alors, bonne nouvelle, hein, rien n'était inventé. Le problème, c'est que tout reste à faire. C'est-à-dire qu'on a des artisans un peu partout, des pionniers, des projets expérimentaux, des projets démonstrateurs. Sauf que le problème, c'est que la rupture, c'est le changement de modèle, c'est-à-dire la généralisation et la massification de ces solutions. Quelques exemples, on a l'urbanisme temporaire, hein, qui est important, qui globalement vient valoriser ces 10% de temps de vie d'un bâtiment pendant lequel il n'est pas utilisé, parce qu'il n'est pas encore complètement commercialisé, parce qu'il attend une grosse réhabilitation ou sa déconstruction, avec beaucoup de projets emblématiques. On peut aussi travailler sur des temps beaucoup plus courts. Là, on est sur un espace de restauration universitaire, le MabLab à Paris, qui, à 14h30, change d'usage, hein, et se transforme en espace de travail, en espace de coworking, et pas que pour des étudiants. Donc là, finalement, on a généré, c'était un temps du bâtiment qui ne servait à rien, et qui désormais a un usage tertiaire qui permet d'éviter de construire d'autres surfaces textiles. On peut utiliser mieux aussi les cours de récré, hein, qui peuvent être des espaces de jeu. Alors c'est sans doute très compliqué, mais en même temps, des communes le font déjà en France et c'est fait depuis des décennies dans des petites villes comme Montréal. On peut par exemple utiliser des salles de classe, ça c'est l'exemple à Noirmoutier, d'une école privée qui est transformée en espace d'hébergement, hein, donc les classes sont transformées en logement abordable pendant l'été. Transformer l'existant, c'est évidemment la transformation de bâtiments emblématiques plutôt que de les déconstruire, mais c'est aussi travailler sur des bâtiments du quotidien. Là, c'est rajouter 2 étages, 2 niveaux à une trame de la reconstruction à Saint-Nazaire, ce qui permet à la fois de
de créer des logements à l'étage, mais aussi de créer de la valeur globale sur le bâtiment pour payer la réhabilitation globale, notamment l'idée c'est de déployer ça sur des copropriétés. C'est transformer des bureaux en logements, hein, quand on n'a plus besoin de ces bureaux-là. C'est aussi concevoir aujourd'hui des bâtiments qui nous permettront d'éviter de construire demain. Donc on construit aujourd'hui certes, mais on construit des bâtiments qui sont souples, qui vont pouvoir évoluer dans le temps. Et là notamment, c'est des bâtiments qui sont pensés pour pouvoir successivement, sans transformation radicale, servir de bureau et ou de logement, hein, en fonction des niveaux. Ça veut dire à la fois de la souplesse architecturale, de la souplesse technique, hein, notamment en termes structurels, mais pas que. Les questions de réseau ne sont pas les mêmes, etc., etc. Mais aussi une souplesse réglementaire. Faire un bâtiment souple, mais venir figer son usage dans des statuts de copropriété mal pensés, c'est qu'une réponse évidemment partielle aux besoins. On peut aussi travailler sur les transformations du tissu pavillonnaire, notamment il y a des très très gros potentiels en Île-de-France, avec une sous-occupation structurelle des logements individuels, hein, partout en France. Plus de 60% des logements sont considérés comme sous-occupés structurellement par l'INSEE, et ça peut permettre de venir construire de nouvelles maisons dans des jardins devenus trop gros, hein, et là je ne parle pas de déconstruction de ces maisons, mais bien de rajouter des maisons dans le tissu existant. On peut aussi rajouter des entreprises dans le tissu existant, des zones d'activité économique. Aujourd'hui, le foncier économique est un impensé total, hein, en France. Il y a extrêmement peu de réflexion sur l'intensification, la densification des zones d'activité. Enfin, il y a beaucoup de réflexions plutôt, mais il y a très peu d'actions. Et puis recycler les espaces, c'est évidemment ces fameuses friches industrielles dont on parle tant, mais c'est aussi et surtout les futures friches commerciales qui aujourd'hui sont en train de peupler encore, hein, les périphéries de notre métropole, et dont l'obsolescence est d'ores et déjà programmée. C'est le cas aux États-Unis avec 600 malls abandonnés qui sont aujourd'hui rachetés notamment par des opérateurs de la logistique type Amazon. Alors, l'idée, c'est bien celle-ci, c'est d'inverser un processus de réflexion. Aujourd'hui, quand on a un besoin urbain, la première chose qu'on fait, c'est construire du neuf en périphérie. Et d'ailleurs, vous regardez, hein, aujourd'hui, toute politique publique doit encore finalement prendre une matérialité dans une construction publique. C'est d'inverser ses priorités. C'est éviter de construire aujourd'hui en intensifiant les usages, éviter de construire demain en construisant des bâtiments qui seront évolutifs, éviter de déconstruire, hein, en transformant des bâtiments existants, éviter aussi de s'étaler en recyclant des espaces, en densifiant aussi les secteurs qui peuvent l'être. Cette ville frugale, c'est aussi une ville de la proximité nécessairement, puisqu'on doit aussi lutter contre cette dépendance automobile. Et cette ville de la proximité, c'est évidemment cette ville du kilomètre finalement qu'on est en train de retrouver là en ce moment, en se disant aussi que la ville du kilomètre, c'est rapprocher les fonctions, hein, c'est ramener du service autour du logement, c'est ramener une capacité à bouger, hein, à avoir de la mobilité sans passer par la voiture. La ville de la proximité, c'est celle qui laisse la liberté à ses habitants de laisser la voiture au garage, mais c'est aussi avoir des stratégies résidentielles pour soi, hein, qui soient claires. La ville change beaucoup. La ville change beaucoup plus vite qu'on ne le croit. On a 7 millions de Français qui déménagent tous les ans, dont 1 million qui changent de région. Ça veut dire qu'à partir du moment où on comprend que cette question de la proximité est importante, on a une capacité aussi à faire bouger et à faire se déplacer les populations dans le temps. Alors, encore faut-il pouvoir se la payer, cette proximité. Et là, il y a un combat, notamment dans les métropoles, hein, pour qu'elles produisent du logement et du logement abordable, qui est extrêmement important, qui impose là aussi d'avoir des ruptures, hein, sur les façons de faire, et avec des outils qui sont en train d'être développés, notamment en séparant le prix du foncier et en sortant le foncier de l'équation économique. Et puis, avec tout ça, c'est aussi l'idée de faire une ville résiliente par la proximité, hein, parce que c'est aussi être en capacité, en se passant de la voiture, de résister au choc pétrolier, hein, mais aussi plus globalement d'avoir une ville qui sait se réinventer et qui sait s'adapter en continu au changement. Alors, pas que le Covid-19, hein, pas que notre deuxième vague, pas que la troisième, ni le Covid-20 ou 21, mais c'est aussi aux enjeux économiques et évidemment plus globalement du changement climatique, mais aussi au changement démographique, par exemple le vieillissement de la population. Cette ville résiliente, hein, c'est celle qui non seulement sait résister au choc, revient plus rapidement à la normale et évite de prendre des coups, mais aussi celle qui sait évoluer dans le temps,
c'est-à-dire celle qui apprend finalement du choc ou de l'évolution, hein, plus largement. C'est la parabole du kintsugi, qui est pas de moi, que j'aime beaucoup, qui est cet art japonais de réparer des poteries pardon, cassées avec de l'or fondu. Donc on avait une poterie et on se retrouve avec une œuvre d'art derrière. Voilà, ça a été amélioré. Il y a du plus et on a appris du choc. Il y a une amélioration. Alors pour ça, faut penser enfin le système, hein, le système global. On ne peut pas penser les mobilités d'un côté, l'urbanisme de l'autre. On ne peut pas penser l'agriculture et les politiques de logement de l'autre, etc. Tout ça est lié. Donc là, je vous ai mis une image d'un jeu qu'on a fait justement pour éduquer, alors des étudiants, des professionnels, des élus à ces questions-là, de façon à ce qu'on arrête de penser en silo ces questions urbaines. Et puis, éduquer, c'est aussi voilà, faire comprendre, et on s'aperçoit que là, on a eu 150 Khmer verts. C'est les membres de la commission pour le climat, de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, en fait, on ne naît pas Khmer vert, hein, on le devient, c'est-à-dire qu'on a des Français normaux qui n'étaient pas suréduqués à ces questions-là. Et non seulement ils ont eu des propositions derrière extrêmement fortes, mais des propositions qui ont aussi touché très largement, hein, les questions d'artificialisation des sols, puisque c'est une partie importante des propositions de la Convention qui sont centrées là-dessus. Ce pas des petites propositions, elles sont plus que pushy, et ça montre que quand on explique les enjeux, non seulement ils sont compris, mais en plus la nécessité d'un changement de modèle est comprise une fois de plus par des Français normaux. Pour ça, il nous faut assumer la complexité, c'est-à-dire passer plus de temps et aussi plus d'argent en intelligence, parce que c'est plus compliqué de refaire la ville que de l'étaler, et moins d'argent, moins de temps en béton. Donc c'est un changement de matière grise, hein. On a des rôles différents, on a de nouveaux métiers à inventer là-dessus. Ça, c'est un processus très théorique, hein, de création, d'aménagement en périphérie. On a un processus industrialisable. Chacun a une tâche, tout le monde fait sa tâche et le fait bien, et on vient minimiser les interactions. Construire la ville sur la ville, c'est au contraire multiplier le nombre d'acteurs qui sont mobilisés au même moment, multiplier les interactions entre eux, et puis les allers-retours. On n'est pas sur des phases linéaires sur lesquelles on revient jamais en arrière, au contraire. Donc on est sur une pensée, une fois de plus, complexe, systémique là-dessus, qui crée de nouveaux métiers, une nouvelle façon aussi de faire les métiers existants. Ça veut dire qu'on ne pourra pas industrialiser ces processus-là. Par contre, on pourra massifier. Et on peut d'ores et déjà les massifier. Alors, c'est une vraie opportunité pour les professionnels d'abord, parce que qui dit plus d'intelligence, dit aussi plus de valorisation de ce travail-là, plus de complexité, plus de place donnée finalement aux femmes et aux hommes qui font et qui sont au cœur de ce système-là, avec des métiers du complexe, des métiers du dialogue qui sont vraiment intéressants, mais aussi des opportunités collectives avec des modèles d'affaires, de nouveaux positionnements d'entreprises qui sauront se positionner avant les autres sur ces marchés. Alors, je vais m'arrêter là, mais juste pour résumer en disant que finalement, cette histoire des 20 ans et des 30 000 hectares, finalement, ce n'est pas le problème. Que l'étalement urbain, cette consommation de sol, ce n'est pas le problème. C'est finalement que le symptôme de nos abandons, et notamment du fait qu'il y a 50 ans, on a arrêté de penser la ville pour déléguer finalement, pour donner le crayon à la voiture et lui laisser dessiner la ville à notre place. C'est pas la faute de la voiture, c'est pas notre Jaywalker à nous. Non, c'est notre faute. À nous de penser la ville, penser sa complexité, et notamment dans ces enjeux environnementaux et sociaux, hein, qui sont, on l'a vu, complètement intriqués. Et avancer là-dessus. Et puis à la fin, oui, c'est un effort important, c'est un changement important qui s'annonce, qui est une nécessité, hein, parce qu'on a une transition écologique à mener. Ça nécessite une prise de conscience à la fois des citoyens, des professionnels et des élus, et tout ça en même temps, chacun à son niveau, pour que ça puisse fonctionner. Mais à la fin, hein, cette ville frugale, cette ville de la proximité, cette ville pour tous et cette ville résiliente, c'est juste la ville dont on a envie, hein. C'est juste une ville qui est habitable. Donc voilà. Donc je vous invite à amorcer le virage, comme on est déjà nombreux à l'avoir fait. Vous pouvez lire le bouquin et le commander encore pendant quelques jours, puisqu'on est au bout des stocks. C'est sur urbanismecirculaire.fr, et surtout posez des questions. Et j'arrête mon partage. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette présentation très claire.
ce que je propose pour ceux qui nous ont rejoints en cours, c'est on va suspendre l'enregistrement, on va faire une petite pause de quelques minutes et puis on va remettre en route l'enregistrement pour vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on va prendre donc une bonne demi-heure jusqu'à midi pour, voire plus, oui, jusqu'à midi pour répondre à vos questions. À tout de suite.